Voyons maintenant un deuxième exemple. On a une fillette dont la masse est de 21 kg qui dévale une glissade dont l'inclinaison est de 22,5 degrés par rapport à l'horizontale, telle qu'illustrée sur la photo. Quelle est la grandeur de la force normale exercée sur elle par la surface de la glissade? OK. Alors, quel corps va-t-on isoler dans le DCL? Alors là, ici, il faut voir. C'est quoi qu'il nous demande? La grandeur de la force normale exercée sur elle par la glissade. Donc, on cherche la force qui est exercée sur la fille par la glissade. Donc ça, ce que ça nous dit, c'est qu'il va falloir isoler la fillette comme objet. Donc, je vais imaginer que la fillette, c'est le point ici. Et je vais tracer toutes les forces en partance de ce point. J'ai le poids qui agit vers le bas. J'ai la normale qui agit à 90 degrés par rapport à la surface de la glissade, la ligne qui est ici. Est-ce que j'ai d'autres forces? En réalité, non. J'ai aucune autre force. C'est tout. C'est juste ça. J'ai deux forces. J'ai la force normale qui supporte la fillette et j'ai son poids qui la tire vers le bas. C'est sûr qu'en pratique, il y aurait une troisième force qui serait la force de frottement qui agirait dans cette direction-ci, donc dans le sens contraire à son mouvement, vers l'arrière, qui viendrait un peu freiner son mouvement parce que bien sûr, elle en glissant, bien sûr, il y a un frottement qui va se produire et qui va la ralentir. Il y a aussi une légère résistance de l'air. Mais là, dans ce cas-ci, on va ignorer complètement ce frottement-là. Alors, si on ignore le frottement, c'est vraiment les deux seules forces qui restent, c'est la normale et le poids. Là, ici, je vais tout de suite expliquer quelque chose. Dans les problèmes de plan incliné, il y en a plusieurs qui pensent que le poids s'exerce. Soit ils vont mettre le poids orienté comme ça, directement, ou ils vont l'orienter carrément comme la composante FGX, ici, vers le bas du plan incliné. Non. Le poids vous attire vers le centre de la Terre. Là, la manière que le DCL est fait ici, cette ligne-là, qui est là, la ligne horizontale, elle représente justement l'horizontale. Donc, imaginez que la glissade se trouve sur un sol horizontal. Ben, la ligne qui est là, ici, elle représente comme le sol. OK? Donc, par définition, elle représente l'horizontale. Votre poids est toujours perpendiculaire au sol. Si vous êtes debout sur un sol horizontal, votre poids est toujours perpendiculaire au sol. Donc, vous voyez que si le sol, c'est cette ligne-là ici, ben votre poids, il faut qu'il soit perpendiculaire à cette ligne-là. Il est vraiment directement vers le bas. La raison que que la fillette va pas juste aller vers le bas, comme si elle était en chute libre, c'est justement la présence de la force normale qui va la supporter et qui va la contraindre à glisser le long de la glissoire et non pas de tomber directement comme si elle était en chute libre. Et qu'est-ce qui fait qu'elle glisse vers l'avant? Qu'est-ce qui fait qu'elle descend? C'est justement le FGX. Donc le FGX, il est vraiment important. La composante en X du poids, c'est elle. C'est cette composante-là spécifiquement qui la force, cette composante-là ici, qui la force à descendre, qui lui crée son accélération vers le bas, si elle a une accélération. Alors que la composante en Y du poids, donc cette composante-là ici, elle ne va faire simplement que s'équilibrer avec la force normale. Fait que ces deux-là ensemble vont s'annuler et il va juste rester au final cette composante-ci, la composante en X du poids, qui, elle, va lui provoquer son mouvement vers le bas de la glissade. Il y a une autre chose que je veux mentionner clairement. Dans une situation où on glisse sur le bas d'un plan incliné, il faut toujours mettre les axes inclinés eux aussi. Donc, il faut pas être sur le pilote automatique puis dire « Ah, je vais faire un axe comme d'habitude, X comme ça, Y comme ça. » Non, non. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, ça devient beaucoup plus compliqué à analyser la situation. C'est pas techniquement faux, dans le sens que vous pourriez arriver à la résolution du problème en faisant ça, mais vous compliqueriez énormément la vie, inutilement. Parce que votre accélération ne serait... Si vous mettez votre axe comme ça, n'oubliez pas, votre accélération est vers le bas de la glissade, s'il y a une accélération,
Ben, dans ce cas-ci, il y en a une parce que il n'y a pas de frottement. Fait qu'il y a juste cette force-là qui l'attire vers l'avant. Fait que forcément, elle va accélérer vers le bas de la glissade. Mais mon point, c'est que si vous mettez votre axe XY comme d'habitude, comme ça, le problème, c'est que votre accélération, elle n'est ni dans la direction X, ni dans la direction Y. Votre accélération, elle devient oblique. Et ça devient vraiment compliqué à traiter. Donc, on oublie ça et on fait un axe qui est incliné. Donc, qui a la même inclinaison que le plan incliné. C'est-à-dire que, autrement dit, vous faites suivre votre axe des X le long du plan incliné et votre axe des Y va être perpendiculaire au plan incliné. De cette manière-là, votre accélération va être directement dans la direction des X. Et en Y, vous n'avez pas d'accélération parce que justement, le mouvement se fait juste selon l'axe des X, donc il n'y a pas de mouvement dans la direction des Y. Première étape, c'est quoi l'inconnu recherché? C'est le module de la force normale. C'est quoi les données du problème? Alors, la masse de la fillette et l'angle du plan incliné. Les formules dont j'ai besoin, la formule du poids et les formules pour décomposer les forces. Dans ce cas-ci, c'est quelle force que je dois décomposer? Revenons au DCL. La force normale, est-ce que c'est une force oblique? Non, parce qu'elle suit directement l'axe des Y. Le poids, est-ce que c'est une force oblique? Oui, parce que vous voyez que le poids ne suit pas mon axe des X ni mon axe des Y. Le poids est une force oblique, donc c'est elle que je vais devoir décomposer. Alors, étape 4, je fais les calculs. D'abord, je calcule le poids de la fillette, ça donne 205,8 newtons. Ensuite, je vais décomposer ma force oblique qui est le poids. Donc, poids fois cos de l'angle et poids fois sin de l'angle. Là, ici, il faut faire attention. L'angle qui est utilisé dans le calcul, c'est 292,5. Hein? Pourquoi? C'est d'où ça vient, ça? Parce que, si vous remarquez, l'angle de la glissade, c'est 22,5 degrés d'inclinaison. Fait que d'où ça vient, ça, 292,5? OK. Revenons à la base. Quand on utilise ces formules-là ici, les formules pour trouver les composantes avec le cos et le sin, rappelez-vous une chose. C'est toujours l'angle. Il faut utiliser l'angle par rapport à l'axe des X. C'est l'angle entre le vecteur et l'axe des X positifs. Toujours. Alors là, regardez la situation. Mon poids ici, la question en fond, c'est quoi l'angle entre mon poids, le FG ici, et l'axe des X positifs qui est, en fond, la direction de la glissade qui est cette ligne-là ici. Alors c'est l'angle, c'est tout cet angle-là ici entre l'axe des X et le poids qui vaut 292,5. Mais comment ils ont trouvé ça? Alors, regardez comment, c'est pas sorcier. Ce qu'on va faire, c'est que la ligne horizontale qui est ici, on va la compléter pour faire un beau triangle. Donc, je suis en train de parler là, de ce triangle-là ici, que je suis en train de tracer en bleu. OK? Alors, vous êtes d'accord que ce triangle-là, c'est un triangle rectangle. On a un angle droit ici, parce que, par définition, comme on l'a dit, le poids agit toujours perpendiculairement à l'horizontale. Donc, ça, c'est nécessairement un angle droit. Ensuite, j'ai 22,5 degrés ici, donc l'angle que j'ai ici, c'est l'angle complémentaire de 22,5. Parce que j'ai un angle de 90, donc ici, c'est l'angle complémentaire de celui-là. Fait que si je fais 90 moins 22,5, j'obtiens 67,5 degrés. Fait que ça, c'est l'angle qu'on a ici. 67,5 degrés. Et là, dans le fond, l'angle entre l'axe des X et mon vecteur, poids, c'est, en fond, c'est, pour le trouver, c'est simple, je vais juste faire 360 moins 67,5. Donc, en faisant 360 moins 67,5, c'est là que je vais trouver le 292,5 degrés. En passant, j'aurais aussi pu utiliser simplement moins 67,5. Ça aurait fonctionné aussi, parce que dans le fond, mon vecteur il est orienté à 67,5 de l'axe des X, mais dans le sens horaire. Donc, je peux lui attribuer simplement le signe négatif. Ça revient au même. Donc, moins 67,5 ou 292,5, ça revient au même. Mais vraiment, la clé ici, c'est d'être allé chercher cet angle-là complémentaire. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Donc, il faut pas avoir la tentation de dire je vais juste prendre poids fois cos de 22,5. Non, ça marche pas. Il faut vraiment aller chercher l'angle complémentaire ici. Alors, si on fait ce calcul,
Alors, on obtient ces valeurs-là pour les deux composantes du poids. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'appliquer la deuxième loi de Newton en tant que telle. Donc, la deuxième loi de Newton nous dit la force résultante en Y égale à la masse fois accélération en Y. Encore une fois, pourquoi je le fais en Y? C'est parce que je cherche une force qui est en Y, qui est la force normale. Alors, ici, encore une fois, comme on a dit, il n'y a pas d'accélération en Y parce que son mouvement à la fillette est purement en X. Donc, il n'y a rien qui se passe en termes d'accélération, en termes de mouvement en Y. Donc, mon accélération en Y, elle est nulle. Donc, ma somme des forces en Y, elle donne 0. Donc, je suis dans un équilibre dans la direction des Y. C'est quoi les forces qui agissent dans la direction des Y? Voyons voir le DCL. Alors, j'ai la force normale qui est entièrement Y et j'ai FGY. C'est les deux seuls. Donc, force normale plus FGY donne 0, hein, à cause que justement on est en équilibre vertical. Donc, la force normale est égale à 0 moins FGY. Donc, 0 moins 190, donc ça devient plus 190 Newton. Donc, réponse finale, la grandeur ou le module de la force normale exercée par la glissade sur la fillette est de 190 Newton. En terminant, je vérifie la plausibilité de cette réponse-là. Alors, encore une fois, je peux la comparer avec le poids. Le poids total de la fillette est de environ 206 Newton. Et là, on obtient une valeur qui est un peu inférieure, mais du même ordre de grandeur, okay, mais légèrement inférieure au poids. Est-ce que c'est logique? Voyons voir. Alors, ici, oui, c'est logique parce que, si on regarde, c'est juste une composante de FG, c'est juste cette composante-là ici de FGY qui est de même taille que la force normale. Fait que c'est sûr que, vu que ça, la force normale, c'est la même taille que ça, mais c'est sûr que le poids qui est ici, qui est l'hypoténuse du triangle, doit nécessairement être plus grand que celle-là. Donc, la normale, puisqu'elle est de même taille que celle-là, ben, elle est forcément de taille inférieure au poids qui est l'hypoténuse ici. Est inférieure, mais quand même du même ordre de grandeur. Et c'est exactement ce qu'on obtient. Donc, c'est une réponse crédible. Parfait. Je donne des exemples de réponses qui n'auraient pas été crédibles. Mettons qu'on aurait obtenu 210 Newton. 210 Newton aurait été impossible. Ou, tu sais, mettons 300 Newton. Non, impossible. Parce que dans cette situation-là, le poids de la force normale ne peut pas être supérieure au poids. Fait que c'est ça que je veux dire dans utiliser le jugement critique. Toute réponse ici qui aurait été supérieure à 206 Newton aurait été impossible. Donc si ça arrive, ben là, il faut vous dire, oh, je pense que j'ai une erreur, je vais revoir mes calculs. Puis si jamais vous ne détectez pas l'erreur dans vos calculs, ou vous n'avez pas le temps de faire les corrections, mais au moins l'écrire dans vos démarches, que vous avez détecté qu'il y avait une erreur parce que votre réponse était pas plausible à cause de telle raison. Et ça, c'est très intéressant pour la personne qui vous évalue, parce que ça permet de voir que, ok, vous n'avez pas eu la bonne réponse peut-être, mais vous avez quand même compris, vous avez démontré dans le fond par votre justification que vous avez compris des choses importantes. Donc l'erreur de ce fait devient moins grave. Un autre exemple de réponse non plausible, c'est, mettons qu'on avait obtenu 0.1 Newton. Ok, 0.1 Newton c'est inférieur, comme on s'y attend, mais c'est juste beaucoup trop bas par rapport au poids. Donc, ça c'est juste des exemples que je vous donne. Donc, pour évaluer la plausibilité d'une réponse, vous pouvez regarder c'est quoi l'ordre de grandeur de ma réponse par rapport aux autres valeurs du problème, par exemple. Puis, est-ce que c'est normal que ce soit plus grand que telle quantité? Dans ce cas-ci, le poids, tu sais. C'est tout chaque situation est différente, mais là, je vous donne comme quelques exemples. Encore un autre exemple. Supposons que vous avez un problème où est-ce qu'on cherche c'est quoi la vitesse finale d'un véhicule sur une piste de course ou peu importe où dans la rue. Si vous trouvez par exemple une vitesse finale de, mettons, 500 mètres par seconde, mais ça se peut pas. C'est la vitesse d'un avion. Donc, c'est ça que je veux dire quand je dis faire attention à
jugez l'ordre de grandeur de votre réponse. Est-ce que l'ordre de grandeur de ma réponse a du sens?